Alors ça fait 2-3 mois, on se dit, bon, maintenant qu'il n'y a plus le Covid, on essaye de faire des réunions tous les mois avec nos entrepreneurs. Donc on a fait une première cet été au mois de juillet, une deuxième en septembre. Après en octobre, on s'est dit, ah tiens, on va inviter quelques advisors One Ragtime. Donc les advisors One Ragtime sont des investisseurs qui prennent un rôle actif auprès des sociétés. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a peu de temps. Et puis là, on s'est dit, bon, bah là, on va commencer à étendre un petit peu, inviter quelques investisseurs qui sont proches de nous, qui nous ont montré qu'ils avaient envie d'être un petit peu plus actifs que simplement investir, nous faire confiance. Donc, on va un peu essayer de créer du lien, faire en sorte que cette communauté que vous représentez, bah, elle fasse que tous ensemble, on fasse beaucoup plus que si on n'était qu'une équipe avec quelques entrepreneurs. Et puis, on espère aussi qu'un jour, tous nos entrepreneurs... parce que vous êtes un certain nombre et on espère tous à réussir, bah vous allez aussi redonner aux autres entrepreneurs et leur permettre de réussir encore plus. Donc on inaugure, on a la chance d'avoir Emma Aziza et Sébastien Sechiti. Alors c'est un nouvel investissement One Ragtime qu'on a fait il y a à peu près 3 mois maintenant, techniquement il y a 3 mois, même si ça fait 6 mois qu'on discute ensemble. Et on est très heureux d'avoir cet investissement à plusieurs titres parce que tout le monde parle du climat, de la révolution, de l'adaptation. Et puis bah là, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire quelque chose de concret avec Mayan Lab, avec Sébastien et Emma. Et Emma va se présenter beaucoup mieux que je ne pourrais le faire et vous expliquer un petit peu quels sont les enjeux autour du climat et comment derrière, avec Mayan, on peut faire quelque chose. Donc vous ferez attention, vous verrez souvent Emma, vous l'entendrez à la radio, à la télé, bientôt sur Loopsider. On va faire un Loop Me avec Emma. Voilà, donc Emma, je te laisse la parole et merci à toi d'être là. Bonsoir à tous. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé du climat ces dernières semaines, puisqu'on sort effectivement de la COP26, donc ça a été quand même un sujet d'actualité particulièrement prégnant. Moi, ce soir, j'avais envie de vous raconter peut-être une autre histoire, une histoire qu'on raconte peut-être beaucoup moins. Tout simplement parce que je suis hydrologue. Alors, hydrologue, c'est être spécialiste en sciences de l'eau. Et donc, en fait, j'essaye de regarder ce qui se passe au niveau mondial à travers le prisme de l'eau. Et je vois pas mal de choses et je vous propose de vous raconter cette petite histoire de ce qui se passe aujourd'hui en France, de ce qui se passe aujourd'hui aussi dans le monde, des interactions que ça génère, et puis où sont réellement, finalement, les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement travailler sur cette résilience climatique, travailler sur finalement cette adaptation des territoires. Donc, en fait, pourquoi l'adaptation ? Parce que c'est une question qui me semble essentielle. En fait, il y a 2 grandes politiques climatiques aujourd'hui dans le monde. Il y a la question de l'atténuation des gaz à effet de serre. Tout le monde en parle. Tout le monde parle des scénarios, des projections, qu'il va falloir des émissions qu'il va falloir réduire. Mais effectivement, on parle beaucoup moins d'adaptation. C'est un peu le parent pauvre depuis 30 ans des politiques climatiques. Et l'adaptation, c'est quoi ? C'est le fait que, en fait, ces gaz à effet de serre qui ont déjà été émis dans l'atmosphère ont une inertie. Et cette inertie fait qu'ils vont rester un certain temps dans l'atmosphère. Même si demain, on devenait tous absolument vertueux, en fait, il y aura de toutes les façons un réchauffement qui va continuer à occorrer. Et donc, en fait, ce réchauffement-là va avoir des conséquences. Je vais essayer de vous raconter ces conséquences. Je vais essayer aussi de vous raconter, parce que je pense que c'est essentiel, les solutions d'adaptation qui existent déjà aujourd'hui. Parce que je crois qu'on est dans un monde où, en fait, on a déjà énormément de solutions. Et je crois que la seule solution qu'on n'a pas trouvée, c'est de comment on allait réussir à mettre en œuvre ces solutions. Donc, voilà un petit peu. Alors, effectivement, je suis les crises sur le plan hydrométéorologique depuis à peu près maintenant, depuis 18 ans, depuis l'époque de mon doctorat où je suivais au quotidien, mais plus particulièrement depuis 6 ans, parce qu'effectivement, j'essaye de rendre ça digeste sur le plan médiatique, j'essaye de raconter ça au grand public, et donc ça me demande nécessairement d'aller chercher les sources d'informations
permanente, de lire ce qui se passe sur la planète. Et donc, ça m'a mis finalement au premier plan de l'observation de ces transformations que je vois à vue d'œil. Alors c'est vrai qu'on a tendance naturellement, parce que nos cerveaux finalement sont faits comme ça, pour pouvoir nous protéger, d'être facilement dans le déni et de se dire bon, on a eu une année de sécheresse là, mais ça y est, c'est terminé. Bon, on a vu la ville de Lytton qui s'est finalement détruite en l'espace de quelques heures. On a vu des images absolument affolantes, ce dôme de chaleur sur Seattle. Mais on a tendance à oublier, parce qu'un événement, finalement, nous en fait oublier un autre. Et puis, on a tendance à se dire, bon, mais il y a quand même des solutions, il y a de l'innovation. Et puis, d'ailleurs, nous, on croit beaucoup dans l'innovation. Si on additionne tout ça et qu'on n'oublie pas, en réalité, il y a une histoire nouvelle qui est en train de se raconter. Et il y a deux erreurs principales, d'après moi, qui sont faites aujourd'hui quand on parle de la question climatique. La première, c'est que toutes les projections sont à 2030 ou à 2050. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de vous dire, en fin de compte, pour 2050, il faudra réduire. Nous nous engageons pour telle année. Alors qu'en réalité, les évolutions sont déjà en train de se faire. Donc en fait, on a déjà un système, un territoire qui est en train de se transformer à vue d'œil. Et en réalité, on n'a peut-être que 5 ans pour agir. Et en fin de compte, repousser à long terme, c'est avoir le sentiment d'avoir du temps et c'est avoir surtout le sentiment que finalement, on n'est peut-être pas obligé de commencer aujourd'hui. La deuxième erreur, d'après moi, qui est faite sur la manière dont on communique sur le climat, c'est qu'on vous parle toujours en termes de scénario et on vous explique qu'effectivement, il y a un scénario envisagé de 1,5 degré. Et donc, en fait, on se base, si vous voulez, sur une température moyenne annuelle à l'échelle planétaire et qu'on va comparer avec une période donnée. Et donc, en fait, une période donnée qui peut être la fin du 1850-1900 ou bien avant, l'entre-deux-guerres. Et donc, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que là encore, on a un biais cognitif qui fait que 1,5 degré, ça parle à personne. Alors, ça parle aux super experts. Mais j'ai récemment fait des études justement sur le terrain pour essayer de voir ce que les gens comprenaient. Et en fait, les gens ne comprennent pas grand-chose, voire on trouve peut-être même ça très agréable d'avoir 1,5 degré de plus, surtout quand on habite à Paris. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous affole. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce que même quand on interroge les climatologues, et pour avoir partagé de plusieurs plateaux avec Jean Jouzel ou avec d'autres, je me rends compte qu'en réalité, personne ne sait ce que veut dire 1,5 degré. Donc en fin de compte, pourquoi parler de quelque chose dans le futur qu'on ne maîtrise absolument pas, alors qu'on peut peut-être déjà raconter des choses qui sont déjà tangibles aujourd'hui et qui nous racontent cette nouvelle histoire et peut-être qui nous permettent aussi de raconter ces nouvelles solutions qui se cachent derrière. Alors, je vous ai pris juste pour vous raconter déjà ce qui se passe en France, les titres du Monde que je trouvais assez éloquents. Parce qu'il faut comprendre qu'effectivement, ça fait 7 ans aujourd'hui que la France vit une sécheresse historique. Alors je vous reprends juste quelques titres que j'ai trouvés intéressants, qui ont fait la une du Monde. 2014, année la plus chaude depuis 1900. 2016, année la plus chaude de l'histoire moderne. 2019, année la plus chaude au monde. 2020, année la plus chaude jamais recensée en France. Donc on a l'impression qu'on raconte un petit peu toujours la même histoire, et c'est vrai que moi-même, quand je reviens sur les plateaux chaque année, j'ai un peu l'impression de raconter toujours un petit peu qu'il y a des canicules, qu'il y a des sécheresses, que les phénomènes sont en train de s'ancrer. Alors, pour faire un petit peu un point, en gros, 2020, 2018 et 2019 sont dans le palmarès des 3 années les plus chaudes jamais recensées en France. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe en France ? Il faut comprendre qu'en France, on est dans un pays tempéré. Au nord, on a des pays plutôt humides. Au sud, on a des pays plutôt semi-arides à arides. Et donc finalement, la France, elle est quand même plutôt bien achalandée en pluie. On a chaque année 500 milliards de mètres cubes d'eau par an qui tombent. Alors on peut se dire, avec 500 milliards d'eau, finalement, on ne craint pas grand-chose. Alors en réalité, je vais vous donner quelques chiffres. Il faut comprendre que sur ces 500 milliards qui tombent, en fait, il y en a déjà 65% qui repartent immédiatement dans l'atmosphère
en évaporation et en évapotranspiration à travers les sols et la végétation. Donc déjà, il en reste un petit peu moins. Et puis, il en reste à peu près 26% qui ruissellent entre les rivières et les fleuves. Et au final, il y en a seulement 9% qui s'infiltrent dans les nappes. 9%, c'est dans le cas idéal où on a des sols qui n'ont pas subi d'agriculture intensive, où on a des sols pas urbanisés. Donc il faut comprendre qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a eu de la pluie cette année en France que nos nappes sont finalement tranquilles. Les nappes ont subi un tarissement année après année, et ce tarissement, en fait, derrière, il ne peut pas se reconstituer naturellement. Donc en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a énormément de débats actuellement, il y a des sujets, on veut construire d'immenses bassines, et donc ces bassines, on veut les construire en allant chercher l'eau en profondeur, en la mettant dans des grandes piscines olympiques, en se disant ça nous permettra de faire face, parce qu'effectivement, on a trop d'eau l'hiver. Et donc en fait, puisqu'on a trop d'eau l'hiver, eh bien, du coup, c'est pas grave, parce que si on la récupère, au moins on la perd pas, parce que si elle part dans la rivière ou qu'elle part ailleurs, on va la perdre. La réalité, elle est quand même un peu différente, c'est-à-dire que quand vous mettez de l'eau dans des grandes bassines, eh bien, en réalité, il y en a déjà 40 à 60% qui s'évaporent. Il faut aussi traiter cette eau avec du chlore. On les met dans des grandes bâches en PVC, et donc on déconnecte complètement les sols et les nappes, et on ne permet plus à des petits agriculteurs à côté de pouvoir pomper parce qu'il faut toujours pomper plus loin. Et à partir du moment où un petit agriculteur a déjà fait un forage à un certain niveau, il n'a plus les moyens derrière d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, on se rend compte que, eh bien, on a beaucoup d'eau, mais ça ne veut pas dire que demain, on aura beaucoup d'eau au quotidien. Alors, pour le quotidien, qu'est-ce que ça signifie, l'eau ? Eh bien, l'eau, c'est deux choses principales. L'eau, c'est notre énergie. C'est-à-dire qu'on parle du climat en ne parlant toujours que d'énergie et jamais de l'eau. Et en réalité, le climat, l'énergie, c'est de l'eau dans la majeure partie des cas. Pourquoi ? Parce que, premièrement, la première des énergies, c'est les barrages hydroélectriques. Donc, il faut mieux avoir de l'eau pour faire tourner un barrage hydroélectrique. Deuxièmement, parce qu'il faut de l'eau pour les centrales nucléaires. Il faut de l'eau froide, en continu, pour pouvoir faire tourner, pour pouvoir émettre la vapeur qui fait tourner les turbines. Il faut aussi de l'eau pour extraire du pétrole. Il faut injecter de l'eau pure. Il faut aussi de l'eau pour le charbon, parce qu'il faut pouvoir extraire ce charbon et pouvoir, par flottaison, justement, l'extirper. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que dans une période où on parle beaucoup des questions énergétiques, il semblerait quand même que la planète ait tendance à nous faire un petit signe et nous dire que peut-être que l'éolien et le solaire seraient peut-être d'ailleurs des solutions qu'on aura sans doute à profusion encore pendant assez de temps, alors que par contre, la question de l'eau, elle est quand même un peu plus cruciale. Et donc, voilà, je voulais juste, pour ne pas être trop longue non plus, mais essayer de vous raconter cette interaction entre ce qui se passe aujourd'hui en France et ce qui peut se passer notamment dans le monde. Et donc, je vous propose de partir faire un petit tour du monde dans ce qu'il se trame en matière de sécheresse. Alors, une des premières sécheresses dont on a beaucoup parlé, c'est la sécheresse en Californie. Alors, on soutire tellement dans les nappes que d'ailleurs, on a un effet qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a des sols qui s'affaissent d'à peu près 30 cm par an, tellement on soutire les nappes. On a effectivement une des pires sécheresses depuis 1200 ans. Et en fait, la Californie, elle nous raconte quoi comme histoire ? La Californie, ce sont nos oranges, ce sont nos amandes. C'est le premier État exportateur mondial. Et donc, c'est un État qui va aussi exporter pour pouvoir fournir l'assiette de l'Américain. Et donc, l'assiette de l'Américain, s'il ne peut plus se fournir en Californie, il va aller la chercher ailleurs. Ailleurs, dans le monde, là où nous aussi, avec nos sécheresses et nos baisses de rendement, on va aussi aller chercher cette alimentation. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'à travers cette question de l'eau se pose la question de l'alimentation. Et puis, si je vais un peu plus loin, à Taïwan, cette année, il a manqué de typhon. Donc, en fait, Taïwan vit une de ses pires sécheresses. Et Taïwan, c'est le premier producteur mondial de puces électroniques. Donc, 2/3 des puces électroniques sont fournies par cette île. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Taïwan se retrouve avec des pénuries en chaîne
Et donc, en fait, ce sont nos futurs PlayStation, nos super SUV flambant neufs ou encore notre smartphone qui sont potentiellement menacés. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer des puces électroniques, il faut de l'eau. Alors, juste un chiffre, le plus grand fournisseur de puces électroniques à Taïwan, sur uniquement 3 usines, utilise 150 000 tonnes d'eau par jour pour fabriquer ces puces électroniques. Alors, ça devient un petit peu plus compliqué quand on n'a plus cette eau. Et donc, autre coin où les choses deviennent problématiques, c'est la Chine, puisque la Chine vit aussi une de ses pires sécheresses. Aujourd'hui, on a des niveaux de rivières, de fleuves, qui ont diminué jusqu'à 80%. Donc, on ne peut plus faire tourner les centrales hydroélectriques. On est obligé de chercher du charbon et du gaz naturel, et on va le chercher à l'échelle mondiale, là où d'autres aussi vont aller le chercher. Et donc, le problème de la Chine et derrière de l'arrêt des usines en Chine, ça nous raconte aussi potentiellement ce qui devrait se passer dans les interactions de tout le Made in China auquel on fait appel. Et donc, voilà, je voulais juste vous raconter un petit peu ce qui peut se cacher derrière cette question de l'eau, souvent qui est absolument pas abordée. Et maintenant, j'aimerais quand même aborder des solutions parce que je voudrais quand même pas flinguer la soirée. Ça, c'est la partie drôle. Donc, voilà. En fait, je crois qu'il faut comprendre une chose, et c'est peut-être le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. En fait, 60% des pluies qui sont émises, en fait, ce sont des pluies qui viennent et qui se fabriquent sur les continents. Ce ne sont pas des pluies qui viennent de l'océan. Ça signifie quoi ? Ça signifie que ces pluies peuvent se reproduire à partir du moment où on va protéger les terres, à partir du moment où on va permettre ces boucles de rétroaction qui vont pouvoir se renouveler, à partir du moment où on va reforester, qu'on va créer des zones humides, à partir du moment où on va retravailler les terres différemment et peut-être respecter dans les terres ces taux d'humidité qui sont absolument nécessaires. Donc, je crois que l'adaptation que l'on va devoir mettre en œuvre, ça va être déjà une adaptation vertueuse. Bien entendu qu'il faut tout faire pour limiter nos émissions carbone, mais en réalité, si vous voulez vraiment éviter les émissions carbone, vous limitez aussi les émissions, l'utilisation de l'eau derrière. Parce que cette eau qu'on utilise massivement, ce qui se passe, c'est que l'eau, c'est un jeu de réservoir au niveau mondial. 96,6% sont dans les océans et les mers. Et il y a seulement 0,00012% de l'eau mondiale accessible qui se trouve dans nos rivières et nos fleuves. Et c'est celle-ci que l'on utilise de manière massive. Il y a bien 1% dans les nappes qui sont aujourd'hui complètement surexploitées. Et donc, en fait, ces pourcentages d'eau qui sont surexploitées, elles finissent où ? Elles finissent dans les océans et elles contribuent à surélever les mers et les océans. Et elles finissent notamment dans l'atmosphère. Et donc, en fait, dans l'atmosphère, il faut savoir une chose, peut-être certains d'entre vous le savent, c'est que l'eau, c'est le premier gaz à effet de serre dans le monde. C'est même celui qui correspond à 95% de l'effet de serre, puisque le CO2, ce n'est que 4,1%. Et ensuite, pour les gaz fluorés, le reste. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le gaz à effet de serre, 65 à 80% de l'effet de serre émis provient de l'eau. Alors c'est plutôt positif parce que ça nous évite de ressembler à la Lune. Et effectivement, on ne monte pas à plus 150 ou moins de 150 degrés, euros, la nuit. Tout simplement parce que cet effet de serre, en fait, à la base, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce qui nous permet justement de nous protéger. Et donc, en fait, cet effet de serre, il est en train de s'accroître parce que cette part d'eau, plus la Terre se réchauffe, plus l'eau s'évapore, plus on va avoir d'effet de serre, plus ça va réchauffer la Terre, plus ça va évaporer. Et donc, à un moment donné, la différence avec l'eau et le CO2, c'est que le CO2 reste dans l'atmosphère. C'est pour ça que l'on en parle autant, alors que l'eau, à un moment donné, elle ne tient plus dans l'atmosphère. Elle va se condenser et elle va précipiter. Et en précipitant, elle va générer les pluies diluviennes qu'on a pu connaître, qui sont de plus en plus importantes, qui ont des signatures sur le plan hydrologique qu'on ne connaissait pas. Et donc voilà, je crois que c'est ça la nouvelle histoire qu'on nous raconte. Et je crois que la manière dont on va pouvoir s'adapter, ça va être de réfléchir à partir du moment où vous savez quelles sont les menaces, vous pouvez traiter menace après menace. Et vous pouvez trouver des solutions sur ces menaces. Et donc,
la menace de l'inondation, c'est une vraie question. Il y a là vraiment des moyens aujourd'hui d'adapter des bâtiments, d'adapter des villes, de transformer ces villes en justement faisant avec ce cheminement de l'eau. Il y a aussi cette question des sécheresses qui d'ailleurs a coûté beaucoup plus cher sur le plan assurantiel que les inondations ces dernières années. Là encore, il y a énormément de solutions sur le plan bâtimentaire. Et puis bien sûr, il y a cette manière vertueuse dont on va pouvoir recréer nos terres. Ça veut dire remettre de la matière organique dans nos terres. Ça veut dire permettre à ces terres de vivre, permettre de reforester, jouer avec l'ombre, jouer avec finalement ces haies qui vont nous permettre de nous protéger. Donc voilà un petit peu le constat que je voulais vous faire. Vous dire qu'en tous les cas, je reste quand même très souriante et très positive malgré ce que je vous raconte, parce que je crois qu'on a énormément de solutions. Et c'est sans doute à nous de créer nos solutions. On doit les créer avec de l'innovation, j'en suis aujourd'hui convaincue, et chaque jour un peu plus. Donc c'est quelque chose que l'on peut massivement faire à partir du moment où on a pris conscience d'où sont les problèmes. Je crois que ce ne sont déjà plus des problèmes, puisqu'on ne peut ne parler plus que de solutions. Je vous remercie. Donc, moi, j'ai une question très personnelle. Est-ce qu'on va avoir de la neige cette année à Chamonix ? Voilà, donc ça, c'était une question personnelle. C'est très important pour les chamoniards qui sont présents ici. Hein. Donc Arnaud et moi, on est très motivés. Merci Emma. Alors, c'est pour ça que vous avez créé Mayan Lab avec Sébastien pour trouver des solutions et faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose. Oui, on n'a pas de solution à tout, mais on a commencé à travailler par le problème qu'on connaît le mieux, en fait, l'adaptation du bâti et des territoires. Donc le constat, c'est que le ruissellement de l'argent qui est investi pour adapter les bâtiments, pour les transformer, pour trouver ces solutions-là, finalement, n'arrive pas jusqu'au destinataire, en fait. Mis à part les ampoules, pour ceux qui connaissent le côté du bas carbone, les choses n'arrivent vraiment pas à transformer ces bâtiments, à transformer ces terres, à mobiliser les populations. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un parcours intégré qui permette à des villes, à des copropriétés, à des individus, à des entreprises, à des agriculteurs qui sont dans la même situation, d'avoir accès à des financements et traiter ces gens-là de la même manière. Donc pour prendre un exemple, les copropriétés en France qui pourraient ou qui sont exposées au risque inondation, au risque sécheresse, à travers notre plateforme, elles peuvent avoir accès à un diagnostic, que c'est ce qu'on fait en fait. On leur dit qu'est-ce qui se passe à travers des données, à travers des interventions aussi de personnes qui se déplacent sur place pour voir, comprendre les enjeux et financer des opérations groupées sur cette plateforme, sur ces copropriétés. Pour la maison individuelle, la même chose. Comment on fait si on est tous dans cette même situation, on est tous face à un risque potentiel, comment on fait pour trouver le financement, trouver les bons professionnels, trouver les bonnes mesures pour adapter nos maisons individuelles, le fameux pavillon qui aime tant la ministre. Bon, nous on propose un parcours en fait qui vous permet d'avoir accès et aux subventions, et au financement, et aussi permettre aux assureurs qu'aujourd'hui n'assurent pas dans certaines zones de réassurer des gens. Donc on est en train de construire ce parcours-là à travers une expérience de 10 ans du centre de recherche qu'Emma a créé il y a une dizaine d'années, avec les startups qu'on vient de fonder il y a 9 mois, un an, presque un an aujourd'hui, pour que ce parcours-là permette de manière le plus automatique possible de produire un diagnostic, avoir face à ce diagnostic-là les mesures pertinentes et le financement qui va bien pour que cette mesure soit mise en place. Donc pour que vous ayez une idée, on parle des centaines de milliards d'euros annuellement investis dans l'adaptation du bâti en France, de politiques publiques aussi qui se chiffrent aux milliards en Europe. Et nous, on voudrait que cet argent-là arrive vraiment jusqu'au bâti, jusqu'au territoire, jusqu'aux personnes, et qu'il ne soit pas dilué dans des politiques publiques inefficaces ou dans des traitements marketing inefficaces, en fait, mais qui arrivent aux véritables mesures. Donc on part un peu du problème, qui est, comme dit Emma, une fois qu'on part du problème, on parle que de solutions. Donc on est de ce côté-là du miroir aujourd'hui, et bon, donc on vous invite à suivre nos aventures l'année prochaine. On pense qu'on launchera cette plateforme pour le grand public en septembre de l'année prochaine. Pour l'instant, on travaille avec du B2B, donc on fait toutes ces étapes-là de diagnostic, analyse, financement et accompagnement avec des collectivités locales,
avec des groupes d'assureurs et avec des professionnels. Et on espère s'adresser l'année prochaine au mass market avec une solution un tout petit peu one size fit all. Et qu'on pourra faire ça en France cette année et très rapidement ailleurs, au Canada, peut-être au Québec. Donc, pour ne pas spoiler, mais bon. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, ou on peut prendre une ou deux questions, puis après on ira retourner aux discussions. Et je suis sûre qu'Emma et Sébastien seront ravis de vous consulter. Il y a déjà des premiers clients. Voilà, donc on est très enthousiastes, mais on est très fiers d'avoir fait un premier projet dans le climat tech. Et on a eu le bon timing parce que j'ai jamais eu autant d'inondations que cet été. Voilà. Oui, Petite question. Question. Fabien. Bonsoir, Fabien, Exacture. Merci Stéphanie et l'équipe. Dans quelle mesure vous avez l'impression que vos recommandations, par rapport à celles que vous faites sur vos clients, sont suivies ou sont pas juste pour eux, pour se faire plaisir ? Il y a deux parties de réponse à cette question-là. En fait, aujourd'hui, si on crée Mayan Lab, c'est aussi parce que des 100% des diagnostics qu'on effectue, il n'y a que 10% qui se transforment vraiment en travaux. Nous, on croit aux mesures qu'on propose. Ce n'est pas des mesures cosmétiques. Par contre, les gens ne vont pas au-delà du diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le financement, parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas l'urgence, parce qu'ils sont dans un contexte complexe, parfois de copropriété, donc ils n'arrivent pas à faire ça ensemble. Donc les mesures qu'on propose, on est déjà convaincus. Donc c'est notre métier de proposer une solution qui est adaptée au territoire et à la situation spécifique du bâtiment ou du territoire. Donc le problème se pose plutôt de la conversion, de comment on fait que ce client-là passe à l'acte. Et c'est dans ce sens qu'on veut faire un parcours intégré. Que la personne qui contractualise avec nous, depuis le début, il a compris que s'il fait son diagnostic, qu'il analyse sa situation, il a le financement qui est en face et qu'il est dans un cercle de confiance et qu'il a signé ce pacte avec nous pour le faire. Aujourd'hui, ça ne se passe pas. On dépense, nous tous, parce que c'est le contribuable aussi qui participe à ce type de mesures en France. Donc on finance beaucoup de diagnostics qui ne se transforment pas en adaptation du bâti. Donc on voudrait que ça change. En tout cas. Oui, donc ils réagissent bien. On est sur l'adaptation et sur le diagnostic inondation. On est la première entreprise en France, donc on est bien coté, ils réagissent bien. Et on commence à travailler aujourd'hui avec la ville de Strasbourg qui est venue nous chercher sur l'Eurométropole parce qu'ils voudraient partir sur cette démarche un peu inversée. Au lieu de lancer un marché public, que ça coûte de l'argent à tout le monde et tout ça, nous on leur dit, ne vous inquiétez pas, on est en train de distribuer de l'argent pour qu'il y ait de l'impact. Donc on va se rémunérer dans cette distribution-là, une fois que cet argent-là aura de l'impact. Donc on n'est pas là pour venir vous vendre des PowerPoint, que vous réachetez une prestation de conseil pour voir si un jour ça va se transformer en quelque chose. On a le pipe fonctionne. Donc nous on est là pour que les gens utilisent votre argent pour s'adapter. Donc ils réagissent plutôt bien à ce discours-là parce qu'ils se disent économie, impact, pourquoi pas. Donc on a eu l'association des maires ruraux de France aujourd'hui, pareil, qui veut rentrer dedans, donc dans ce pipe-là. Donc on a aussi On a beaucoup travaillé pour David Linard, donc c'est peut-être une très bonne nouvelle, parce qu'il nomme David Linard, qui vient d'être nommé président de l'AMF. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on a fait une grosse action sur la ville de Cannes suite aux inondations de 2015. Ouais. Donc, la grande nouveauté pour eux, pour les collectivités, c'est qu'au lieu de leur dire vous allez payer pour quelque chose que peut-être sera mis en place, c'est de votre responsabilité, on le fait à l'envers. On dit le pipe est prêt, on identifie, on y va, vous avez le budget, essayons de convaincre les populations et c'est eux qui ont l'intérêt de ramener les populations sur notre plateforme pour que ça fonctionne. On espère que ce sera la même chose pour des financeurs privés qui viendront nous dire, on prendra demain une banque qui a besoin de prêter ou d'investir sur un territoire et qui dira à ses clients, regardez l'action qu'on vous propose sur Mayan Labs, vous pouvez la suivre et nous, on financera cette action-là. Donc on pense que le privé réagira pareil. Dernière question avec Julien. Julien Buster, les fake news. Donc est-ce que c'était une fake news ? Je pense pas. Malheureusement, je pense pas que ce soit une fake news. Après, à vrai dire, j'en sais rien, je préfère pas me prononcer, je vais demander à Buster.
En fait, j'ai entendu beaucoup de solutions intéressantes, mais est-ce que vous pensez à des solutions d'économie d'énergie ou de recyclage sur le long terme? Parce que je pense que déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut économiser qui baisseraient les bilans de consommation générique d'eau et de gaz en toutes sortes qui réchauffent la planète. En fait, il y a deux... elle est présente des problèmes et moi les solutions. Normalement, c'est elle qui trouve les solutions. Elle m'a laissé le beau rôle ce soir, mais c'est pas le cas. Donc oui, on pourrait faire une liste de le mousseur pour dépenser moins d'eau, la peinture blanche pour éviter l'îlot de chaleur. Et tout ça. Donc dans ce parcours-là, on a deux points d'entrée clés pour les métiers, pour les professionnels. Une des solutions, innovantes ou pas si innovantes que ça. Il y a des solutions qui existent depuis 5000 ans, simplement on ne les utilise plus. Bon, donc des solutions, en fait, d'un côté. Et de l'autre côté, la partie où il est plus délicate, c'est la mise en œuvre de ces solutions-là. Ouais, donc qui va mettre en œuvre ces solutions-là? Donc ça, c'est les deux points d'entrée. Et oui, on a, depuis l'efficacité énergétique, en passant par la diminution de la consommation d'eau, la création de circuits courts. On est très bâtiment et terre pour l'instant. Donc on n'attaque pas nécessairement le comportement. Nous, on parle aux gens en leur disant, vous voyez un prix de votre patrimoine, ce prix-là, peut-être aujourd'hui, n'est pas égal à la valeur environnementale de votre patrimoine. Qu'est-ce qui se passe entre le prix de votre patrimoine sur le marché et sa véritable valeur environnementale? Est-ce qu'on n'irait pas la calculer ensemble, voir comment faire des économies, transformer votre copropriété d'un îlot de chaleur en une puits à carbone? Donc, on travaille plutôt là que sur la solution individuelle il faut prendre moins de douches ou plus de douches, parce que comme dit Emma, le CO2 est là, donc ça... Merci Emma, merci Sébastien, c'était passionnant et en tout cas nous on adore tous nos projets, hein, on vous rassure. Mais c'est vrai que celui-ci nous a touché particulièrement par l'impact qu'il avait. Alors on aimerait faire encore plus de projets à impact, mais il faut trouver la bonne adéquation entre le super projet impact qui peut devenir un véritable business, parce que in fine, il faut quand même que ça marche. Donc voilà. En tout cas, merci à vous deux. Et puis bonne soirée à tous. Et on est ravis de vous avoir ici. Voilà, on va essayer de faire ça de manière informelle.